Je m'appelle Julien, j'ai 28 ans, je suis lead animateur 3D pour un studio de jeux vidéo indépendant à ses côtés, je gagne environ 68 000 € par an sans compter les primes de projet, je travaille en télétravail. Ma voiture est entièrement payée et je suis plutôt du genre discret à m'occuper de mes affaires. Mon monde a basculé quand j'avais 20 ans lorsque mes parents sont décédés dans un choc frontal sur l'autoroute A7A. Cause d'un conducteur ivre, ma mère est morte sur le coup et mon père a tenu 3 jours en réanimation avant que l'édème cérébral ne devienne fatal. J'étais alors en 3e année d'école d'art numérique, je vivais de boissons énergisantes et de pizzas surgelées quand j'ai reçu l'appel qui a tout changé. Le chauffard, un jeune de 22 ans qui en était à sa 3e récidive de conduite sans permis, a pris 8 ans et en a fait 4 pour bonne conduite. Je le sais parce que j'ai suivi sa date de sortie de près. Mon oncle Marc, le frère cadet de mon père, et sa femme Sylvie sont devenus ma bouée de sauvetage. Pendant ces mois sombres, ils étaient à l'hôpital chaque jour pendant les 3 jours de survie de mon père, faisant des rotations de 12 heures pour que mes parents ne soient jamais seuls. Marc restait avec mon père la journée en lui lisant les résultats de foot et les nouvelles du boulot comme s'il pouvait encore entendre, tandis que Sylvie coiffait ma mère et lui mettait du vernis en lui racontant les potins de la famille. Quand les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'activité cérébrale, Marc m'a tenu la main pendant que je signais les papiers. J'avais 20 ans, j'étais orphelin et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Après les obsèques que Marc a payées d'avance car les assurances mettent une éternité à rembourser, la succession a été réglée pour environ 850 000 € entre les assurances vie, le plan d'épargne entreprise de mon père, la vente de leur maison et la collection de motos anciennes de mon père que je n'avais pas la force de garder. Une fois les dettes et les frais payés, il me restait 780 000 €, ce qui est énorme pour un étudiant qui vivait avec 50 € de budget course par semaine, mais l'argent ne répare pas le deuil et n'apprend pas à devenir adulte du jour au lendemain. Je vivais dans une grande location vide, je commandais à manger tous les soirs, je séchais les cours et je sombrais totalement quand Marc a suggéré que je vienne vivre avec eux le temps de finir mes études et de voir venir, car Sylvie cuisinait de toute façon toujours pour un régiment. Mon conseiller financier m'a suggéré d'investir dans l'immobilier, alors j'ai trouvé cette grande maison de maître avec 5 chambres, un triple garage et un grand terrain dans un quartier calme de la banlieue lyonnaise, parfaite pour une famille. J'ai acheté la maison comptant pour 420 000 € et j'ai proposé à l'oncle Marc et tante Sylvie de venir vivre avec moi. Je m'occupais de la taxe foncière, des factures et de l'entretien, et en échange il m'aiderait à apprendre la vie d'adulte. Marc est devenu la figure paternelle dont j'avais besoin, m'apprenant à gérer mes placements, à entretenir ma voiture et à faire un vrai barbecue, tandis que Sylvie veillait à ce que je mange des légumes, que je fasse ma lessive correctement et que je n'oublie pas les anniversaires. Leur fils Hugo était comme le frère que j'avais toujours voulu, il avait 24 ans et moi 28 mais on était comme des jumeaux, on jouait aux jeux vidéo, on bricolait dans le garage et on faisait des sorties à 4 parfois. Il étudiait la comptabilité en alternance dans un cabinet local pour devenir expert comptable et c'était l'organisation parfaite. Avec des dîners de famille le dimanche qui ressemblaient à des fêtes et un système de soutien qui m'a évité de sombrer dans la dépression ou l'addiction après la mort de mes parents. Pendant 5 ans, on était comme une famille de séries télé, puis Hugo a rencontré Océane lors d'un séminaire de comptabilité. Océane, 26 ans. Cheveux blonds peroxydés, faux ongles, conduisant une BMW série 1 en leasing. Co-signée par son père, se présentant comme chargée de communication marketing. Ce qui impressionne jusqu'à ce qu'on comprenne qu'elle est en fait réceptionniste payée au SMIC pour répondre au téléphone et poster 3 photos sur Instagram pour une petite agence locale. Dans sa tête, elle était une version féminine de businesswoman accomplie et dès le premier jour, cette femme m'a exaspéré par son arrogance, comme si le monde lui devait tout parce qu'elle avait un diplôme d'une petite école privée et qu'elle portait des tailleurs Zara pour son job d'accueil.
La première fois qu'Hugo l'a ramenée pour le dîner du dimanche, elle n'a parlé que de sa trajectoire de carrière et de son image de marque personnelle. Prenant des photos des plats pour son réseau social en se plaignant que le vin n'était pas bio et suggérant qu'on devait moderniser la décoration du salon qu'elle trouvait trop démodée. Sylvie, fidèle à elle-même, souriait poliment, Marc levait les yeux au ciel en silence et moi je me taisais. Parce qu'Hugo semblait plus heureux que jamais. Mais les signaux d'alerte étaient là car elle entrait dans la maison sans frapper et traitait Sylvie comme une employée de maison en lui demandant de l'eau pétillante sans un merci. Le pire était de voir comment elle manipulait Hugo, boudant quand il voulait passer du temps avec moi ou le culpabilisant de ne pas dépenser assez pour elle. En le comparant aux copains de ses amis qui gagnaient plus, et Hugo, totalement sous le charme, acceptait tout et faisait des heures sup pour satisfaire ses exigences. J'aurais dû dire quelque chose mais je pensais que ce n'était pas mes affaires, et ce fut ma première erreur. Le jour où tout a dérapé a commencé. Comme l'un des plus beaux jours de ma vie quand j'ai reçu le mail pour ma promotion à 10h47 un mardi, devenant lead animateur avec un salaire de 68 000 € plus les bonus, en télétravail total. J'avais travaillé dur pour ce poste. Pendant 18 mois face à des candidats venant de gros studios parisiens, et décrocher ce poste était comme gagner au loto. J'ai appelé l'oncle Marc. Immédiatement, il était tellement fier qu'il a crié de joie au téléphone, lui, qui n'est pourtant pas du genre émotif. Sylvie hurlait de bonheur en arrière-plan et a annoncé un dîner de célébration avec mes plats préférés. Marc a même appelé Hugo pour qu'il rentre plus tôt du bureau, ce qui était rare vu qu'Hugo faisait des semaines de 60 heures pour essayer de grimper les échelons. Et qu'il était tellement stressé qu'il avait des migraines constantes. À 18h. Tout le monde était là, l'ambiance était électrique, Sylvie avait sorti la belle vaisselle et les bougies, Marc avait acheté des bières artisanales de luxe. Même Océane semblait de bonne humeur, me posant des questions précises sur ma nouvelle entreprise. Le télétravail et les stock options. Elle trouvait ça génial que je puisse travailler de n'importe où avec une simple connexion Internet, et on a passé une heure à rire, Marc racontant des anecdotes honteuses de mon adolescence et Hugo rigolant de bon cœur. On finissait le plat principal. Quand Océane s'est soudainement arrêtée de manger, posant ses mains à plat sur la table avec un regard intense et théâtral qui m'a donné des frissons, et le silence s'est installé. Elle a annoncé avec un sourire artificiel qu'elle était enceinte, provoquant une explosion de joie immédiate, Marc sautant de sa chaise. Et Sylvie fondant en larmes pour aller l'embrasser tandis qu'Hugo passait par toutes les émotions avant d'être submergée par le bonheur. Elle était enceinte de 8 semaines et j'étais sincèrement ravi pour eux car je savais qu'ils essayaient depuis longtemps, je commençais déjà à imaginer transformer la chambre d'amis en chambre de bébé ou aménager le sous-sol en salle de jeu. C'est alors que l'expression d'Océane a changé, elle m'a regardé fixement et a dit d'un ton sérieux qu'il fallait discuter de l'avenir de la famille car Julien devait maintenant trouver son propre logement. Elle a continué en disant qu'avec un bon salaire et l'arrivée du bébé, il n'était plus approprié qu'un homme célibataire vive dans la maison, et quand j'ai essayé de dire que je pouvais aider ou faire des travaux, elle m'a lancé un regard glacial en disant qu'elle allait allaiter jour et nuit et qu'elle ne voulait pas d'un type qui la voie moitié nue à 3 heures du matin. 8 ans de vie commune et j'étais devenu un type. Mais elle n'avait pas fini, elle m'a demandé si je ne pensais pas qu'il était temps de grandir et d'arrêter de parasiter mon oncle et ma tante pour qu'ils récupèrent enfin leur maison. À ce moment-là, j'ai compris qu'elle avait perdu la tête, elle m'a fait la leçon sur l'ambition et le respect de soi devant Marc, qui devenait rouge de colère. Marc a essayé de l'arrêter mais Hugo a défendu ça femme en disant qu'elle était émotive à cause de la grossesse et qu'elle n'avait pas totalement tort, ce qui a déclenché une dispute monumentale entre le père et le fils alors qu'Océane affichait un petit sourire satisfait. Ce qui m'a vraiment rendu furieux, c'est qu'elle agissait comme si j'étais un raté vivant. De la générosité de Marc alors que c'est moi qui possède la maison, que j'ai payé 420 000 € cash et que je paie toutes les charges, les taxes, la nouvelle toiture d'il y a 2 ans.
La cuisine moderne qu'Océane elle-même avait réclamée et même le système de chauffage changé l'été dernier. Hugo en savait une partie mais pas tout car Marc et moi avions décidé de rester discrets sur les détails de propriété pour ne pas créer de malaise. J'ai regardé Océane et j'ai dit calmement que cette maison était la mienne. Elle a éclaté de rire en me demandant de quoi je parlais puisque Marc et Sylvie y vivaient depuis des années. Mais le rire s'est éteint quand Marc a confirmé d'un signe de tête que j'avais acheté la maison après la mort de mes parents pour qu'on puisse tous y vivre ensemble. Océane est devenue livide, puis elle a bafouillé que c'était impossible et que même si c'était vrai, elle et Hugo y vivaient depuis 3 ans. Et avaient des droits de locataire. J'ai coupé court en disant qu'ils avaient le droit d'y vivre tant que je l'autorisais et que vu sa performance de ce soir, j'étais en train de reconsidérer la question, ce qui l'a mise dans une rage folle. Elle a hurlé que je n'oserais jamais car elle portait mon neveu avant de monter à l'étage en furie, suivi par Hugo qui semblait avoir reçu un coup de massue. Le lendemain, je pensais qu'on pourrait s'expliquer calmement, mais quand je suis rentré du travail vers 19h après avoir fêté ma promotion avec des collègues, la maison était plongée dans un silence de mort. J'ai essayé ma clé dans la serrure et elle ne tournait pas, j'ai essayé toutes les entrées et j'ai compris que cette folle avait changé tous les verrous pendant mon absence. Océane est apparue à la fenêtre de l'étage avec un sourire narquois, me disant de manière faussement innocente que c'était leur maison désormais et que j'étais celui qui partait. Elle m'a menacé d'appeler la police en prétendant que je m'étais montré déplacé avec elle si je n'arrêtais pas, prête à détruire ma vie. Pour une maison qui ne lui appartenait même pas. Je suis resté 30 secondes dans l'allée, une colère froide m'envahissant, et j'ai passé 4 appels, d'abord la police pour signaler un verrouillage illégal, ensuite mon avocat, puis mon ami serrurier Randy, et enfin l'oncle Marc pour le prévenir de la situation. 2 patrouilles de police sont arrivées 45 minutes plus tard, j'ai montré ma pièce d'identité et les documents de propriété que je gardais dans ma voiture. Et les agents m'ont suivi jusqu'à la porte. Océane a mis du temps à ouvrir. Essayant de jouer la victime enceinte et apeurée auprès des policiers, mais ils ont été fermes en lui expliquant que changer les serrures sans l'accord du propriétaire était illégal et qu'elle avait 2 minutes pour prendre ses affaires et sortir sous peine d'être arrêtée pour violation de propriété. Elle est sortie en me lançant un regard de haine pure, mais ce n'était que le début. Car j'ai passé les 24 heures suivantes à fouiller son passé numérique. Étant animateur, je sais naviguer sur le web et ce que j'ai trouvé était terrifiant. Océane Walsh était un désastre financier ambulant avec 52 000 € de dette de crédit, des loyers impayés, 2 expulsions passées, et elle avait même menti sur son salaire et son poste. Étant en réalité en sursis de licenciement pour faute grave. Le plus grave, c'est que j'ai découvert via un faux profil Facebook. En parlant à sa sœur qu'elle planifiait de m'expulser depuis des mois en se renseignant sur les lois d'usurpation et les droits d'occupation prolongés. Son plan était de faire croire que Marc et Sylvie étaient les locataires originaux. Et que j'étais juste un invité sans droits légaux. J'ai convoqué Hugo le lendemain soir pour lui montrer tout le dossier, il est devenu blanc. Découvrant les dettes, le mensonge sur son job et surtout le fait qu'elle avait une condamnation pour conduite en état d'ivresse qu'elle lui avait cachée. Je lui ai annoncé qu'ils avaient 30 jours pour quitter ma maison, qu'il avait choisi son camp et que même s'il me suppliait pour sa femme enceinte, il n'y avait pas de retour en arrière possible après qu'elle ait tenté de me voler. De me calomnier. 3 jours plus tard, Hugo a accepté de déménager mais je n'en avais pas fini avec Océane car les gens qui vivent une vie factice ne supportent pas que le masque tombe. J'ai posté sur les groupes locaux un montage de toutes ces photos Instagram où elle prétendait posséder ma maison et ma vie de luxe. Expliquant la vérité, et le post est devenu viral, ses collègues et amis découvrant enfin la fraudeuse qu'elle était. J'ai aussi envoyé ses fiches de paie falsifiées et ses preuves de mensonge à son employeur qui l'a licencié sur le champ, et j'ai prévenu la société de leasing de sa BMW qui a récupéré la voiture sous les yeux de ses nouveaux voisins. En 6 semaines, elle avait tout
Perdu, son job, sa voiture, son image de marque et ses amis. 6 mois plus tard, Hugo m'a appelé avec une voix brisée pour me demander si Océane recevait des visites quand on vivait ensemble, car il venait de découvrir que le bébé de 3 mois ne lui ressemblait absolument pas. Le test ADN a confirmé qu'il n'était pas le père et il a découvert qu'elle entretenait une liaison avec son patron marié de l'époque, un certain Thierry, qu'elle faisait chanter pour obtenir des promotions. Thierry avait fini par tout avouer à sa femme quand mon déballage public l'avait fait paniquer, et sa femme avait demandé le divorce en le ruinant. Hugo a divorcé immédiatement et comme le tribunal n'a aucune sympathie pour la fraude à la paternité, Océane s'est retrouvée à la rue. Étonnamment, l'ex-femme de Thierry, une femme de cœur, a accepté qu'Hugo garde un lien avec le petit Oliver puisqu'il était le seul père qu'il ait connu. Aujourd'hui, Hugo reconstruit sa vie, il sort avec la sœur de l'ex-femme de Thierry et ils forment une famille recomposée improbable mais heureuse. Quant à Océane, on dit qu'elle vit dans un foyer pour femmes, travaillant dans une station-service et racontant à qui veut l'entendre qu'elle est victime d'un complot mondial orchestré par moi. L'oncle Marc et tante Sylvie vivent toujours avec moi, nos dîners du dimanche sont redevenus paisibles et personne n'essaie plus de me voler ma maison.